Le véganisme, pour moi, c'est de l'extrémisme. Qu'on me casse pas les pieds, je fais ce que je veux. Tout ça, c'est plein d'hypocrisie. Une femme en cuisine, c'était un ovni à une époque. Moi, je me souviens avoir vu certains chefs réagir de façon un peu primitive. Beaucoup m'ont appelé en me disant « tu nous représentes ». Et j'ai pris peur. Je l'ai souvent dit, mais pour moi, c'est un vrai problème de santé publique. Et moi, ça me gonfle un peu pour rester poli. Michel Saran, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Et vous? Très bien. Bon. Je suis ravie de vous rencontrer. Je suis un peu impressionnée, je ne vais pas vous mentir. C'est vrai? Oui, un peu. Non, faut pas. Vous êtes quand même un chef étoilé doublement, en tout cas. Et, Non. oui, vous l'avez perdu, mais Oui. dans nos cœurs, vous restez avec Ça, vos c'est 2 gentil, étoiles. ça, c'est gentil. Vous êtes une figure emblématique de la gastronomie française qui allie finesse, sincérité, gourmandise. Derrière les fourneaux, mais aussi devant la caméra, vous êtes quelqu'un qui a su conquérir le cœur de tous les Français. Ça, je sais pas si vous le dites, en tout cas, c'est gentil. Alors, vous êtes, oui, un cuisinier, mais aussi un entrepreneur, un jury, un père, un mari. Vous êtes un homme avec plusieurs facettes. Vous êtes profondément passionné et humain. Du coup, vous avez ouvert votre restaurant à Toulouse, Ouais. donc dans votre ville de cœur, avec donc à votre nom. Ça doit être un des plus grands accomplissements. Alors, je parle professionnel, bien évidemment, pour vous. Oui. Alors d'abord, il y a eu une première place de chef où j'étais à Porquerolles, au Mas du Langoustier, où là, je me suis aguerri en tant que chef en faisant une cuisine dans une région qui n'était pas la mienne. Donc, c'est jamais évident. La bouillabaisse et le rouget, c'est pas le confit de canard et le foie gras. Mais lorsque j'ai fait ce choix d'ouvrir mon restaurant, je l'ai fait à Toulouse. Alors c'est à quelques kilomètres de mon village natal. Donc ça m'a paru naturel, voilà, de m'installer à Toulouse. J'étais pas très fort pour choisir le nom. J'avais pas beaucoup d'idées. Donc voilà, le restaurant Michel Saran, ça a été une évidence. Oui, moi je trouve ça très bien. Ouais, Au moins après, on sait où on va. oui, on sait où on va. Après, bon, c'est plus compliqué si on veut revendre. Mais bon, Oui. on n'en est pas là. Et ça va faire 30 ans cette année. Est-ce que ça aurait été possible sans Françoise, votre femme? Non, certainement que non. Les femmes ont beaucoup compté dans ma vie. Et comptent beaucoup. Bien sûr, il y a eu ma mère au départ, qui a été un peu l'initiatrice de tout ça. Je lui dois tout. D'abord d'exister et après d'exister culinairement aussi. Après, il y a eu Françoise. Je dis il y a eu parce que nous ne sommes plus ensemble. Mais nous sommes toujours en bons termes et j'ai pas de soucis. Et oui, elle était avec moi à mes débuts et elle en a bavé comme j'en ai bavé. On a construit ce restaurant ensemble. Accessoirement, nous avons fait 2 filles aussi. Oui. Elle un peu plus que moi, c'est toujours pareil, mais ça, Oui. on ne se battra pas pour ça. Donc Camille et Emma, qui elles aussi comptent énormément dans ma vie. Et puis après, il y a une autre personne qui est aussi rentrée dans ma vie. Et voilà, et la vie fait son chemin. Ah, les femmes. J'adore les femmes. Non, mais parce qu'il y a... moi, quand j'entends ces discours sur l'égalité des sexes, etc., il n'y a pas de souci. Mais il y a une sensibilité qui est différente quand même, je trouve. On n'est pas exactement constitué de la même façon, on n'a pas toujours la même analyse. Et moi, je trouve que l'analyse féminine, la sensibilité féminine est un peu différente de la nôtre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une sensibilité qui peut être aussi assimilée à de la sensibilité féminine. Des fois, on me dit que je peux avoir une cuisine un peu féminine, mais voilà. En tout cas, moi, je sais qu'elles m'ont apporté énormément. Et elles m'apportent. Elles continuent à m'apporter. C'est très beau ce que vous dites sur la femme. Donc Michel Saran, vous avez eu 2 étoiles. Je sais, c'est un sujet touchy pour la perte de la seconde étoile. Je n'ai pas de souci. Mais justement, j'ai une question là-dessus, parce que vous avez eu la première en 96, la seconde en 2003. Première en 96 à Toulouse, parce que j'avais déjà été étoilé à Porquerolles. Oui, ça je sais. Donc du coup, on dit 3 étoiles Non. Plus si vous voulez. voulez. Plus, bah oui, allez, 3 étoiles. Non, Triplement. j'ai eu, oui, effectivement, on a ouvert en 95, 96, j'avais la première étoile, et la deuxième en 2003. C'est ça. Et parce que moi, je fais la comparaison, par exemple, avec un acteur qui va gagner un César. Une fois qu'il l'a. Un cuisinier, quand il a son étoile, il peut la perdre à tout moment. Et est-ce que ça génère du stress, de l'anxiété au quotidien? En permanence. Mais c'est là où il faut que les choses changent un petit peu. Le premier stress, c'est celui du chef d'entreprise qui doit remplir son restaurant.
pour faire vivre aussi les familles qui sont autour de moi, familles des serveurs, les cuisiniers, enfin toute l'équipe du restaurant. Donc le stress, il est à ce niveau-là. Après, il y a ces reconnaissances par les guides. C'est sûr que ça met une grosse pression. Première étoile, deuxième étoile, oui, on a la pression en permanence. Et j'avoue que quand j'ai perdu la deuxième étoile, j'ai été très blessé par la façon dont ça a été fait surtout. Et après, oui, bien sûr, l'orgueil, l'amour-propre est touché. Et, j'ai eu 20 ans de 2 étoiles quand même. C'est un beau parcours. C'est pas mal, mais ça fait mal. Ça fait mal d'être ça fait mal d'être noté en permanence comme ça. Je vais bientôt faire 64 ans, je suis pas dans la peine de 3 semaines. Et continuer sans arrêt à avoir cette pression de la bonne note, etc., c'est lourd. C'est un peu lourd au final. Bon, est-ce qu'aujourd'hui on peut vivre sans ? Oui, ça j'en suis persuadé. Et je pense que le guide Michelin n'est pas un très bon élève non plus, parce qu'ils vendent beaucoup moins qu'avant. Donc si on devait les noter, on pourrait aussi leur dire, attendez, vous n'avez pas bien bossé cette année. Bon, à part que personne ne le fait. Moi, mon restaurant continue de bien fonctionner. J'ai toujours la même pression, mais je l'ai pour mes clients. Eux, ils viennent une fois par semaine, pour certains, un peu moins pour d'autres, mais enfin, ils viennent régulièrement. Michelin, je ne sais même pas quand est-ce qu'ils viennent, parce que de toute façon, maintenant, c'est complètement déshumanisé. On n'a plus de rapport avec les hommes, comme c'était le cas dans le passé. Donc voilà, j'ai décidé quand même de continuer ma vie de cuisinier, de le faire le mieux possible, de me remettre en question, de continuer à me remettre en question tous les jours et d'essayer de faire la plus belle cuisine que je puisse faire et avec les meilleurs produits en étant ambassadeur d'une région et voilà mon métier comme j'aime le faire. Oui, c'est ça qui est important, les clients avant tout, je pense que c'est ça qui est le plus fort. Et justement, Michelin, vous l'avez comparé à la Star Academy, mais j'imagine que c'est par rapport aux notes d'attribution qui sont plus du tout les mêmes à votre sens. Alors, vous faites allusion là à l'histoire de l'association entre Michelin et Top Chef. C'est vrai que j'ai dit ce que j'en pensais dans une interview, et le côté Starac, c'était par rapport aux étoiles, bien sûr, un petit jeu de mots, voilà. Oui. M6, ils font ce qu'ils veulent, et ce que j'ai dit d'ailleurs dans l'interview, ils ont besoin d'apporter du renouveau, etc. Je comprends. Il faut accrocher les téléspectateurs. C'est quand même ultra concurrentiel, le milieu de la télé, et je peux comprendre. Moi, que Michelin soit allé sur ce terrain-là, ça m'a beaucoup gêné, ça me gêne encore, et je ne suis pas le seul, on est plusieurs à dire non mais attendez, vous nous répétez toute l'année que c'est la personnalité du chef, la régularité sur l'année, le choix des produits, etc., etc. Or là, sur un plateau télé, c'est pas du tout les mêmes conditions. Même si l'étoile, si elle est attribuée, ce qui n'est pas sûr, sera éphémère, enfin, le mec, il prend quand même une étoile, je pense au pauvre couillon qui s'installe dans le Cantal, il ne sait même pas si un jour il aura la visite d'un inspecteur Michelin. On n'est pas du tout sur les mêmes bases, et je trouve que c'est irrespectueux pour la profession et tellement loin des standards et de la déontologie qui était celle de Michelin pendant longtemps. Voilà, ça m'appartient, je ne suis pas le seul à le dire. Mais voilà, l'incident est clos, après je m'en fiche. Oui, donc ça a moins de poids aujourd'hui. Et peut-être aussi que les clients, c'est pas quelque chose non plus qu'ils vont regarder en permanence. Même le fait que vous avez perdu une étoile, je pense pas que les clients ne viennent plus dans votre restaurant. Non, mais j'ai eu beaucoup de manifestations par les clients, mais pas que. Les personnes qui disent on comprend pas trop. Enfin bon, c'est pas très grave. Oui. C'est pas très grave. Comment les gens vont au restaurant aujourd'hui ? Est-ce qu'ils y vont avec le Michelin ? Beaucoup moins qu'avant. Oui. Beaucoup moins qu'avant. À une époque, les clients arrivaient, ils posaient le Michelin sur la table, on savait. Oui, je vois très bien. C'était le signal, c'est nous dire bon, vous avez vu comment je viens, alors faites gaffe. Oui. Ça, c'est fini, ça n'existe plus. Alors, bien sûr, il y a encore quelques-uns, des étrangers et autres qui se déplacent avec. Mais la plupart, ils tapent sur un moteur de recherche bien connu. Et c'est le plus grand pourvoyeur de clients pour les restaurants. C'est vrai. Je pense que Michelin, par contre, a loupé sa conversion au numérique. Là, je pense qu'ils n'ont pas été très forts. C'est un autre métier, peut-être, enfin, j'en sais rien, mal conseillé. Peut-être qu'ils sont plus à l'aise dans la vente de pneus que dans la...
Oui, c'est possible. Après, je vais vous demander si vous avez une Madeleine de Proust culinaire. Parce que je pense, moi, à Ratatouille. Vous savez, le Disney, où le jury mange une ratatouille et on revient dans son enfance. Est-ce que vous avez ça parfois? Peut-être par le biais de votre maman? Mais oui, mais j'en ai plusieurs, Madeleine. Oui, J'ai j'imagine. plusieurs. Moi, j'ai un étal de pâtissier. Oui. J'ai bien sûr la fricassée de poulet à l'oignon que faisait ma mère et que je cite souvent. J'en ai même fait un plat dans mon restaurant en hommage à la cuisinière qu'elle était. Aussi son foie gras grillé sur les sarments de vigne qui... l'odeur, ça, la crostade du Gers qu'elle faisait. Mais j'en ai d'autres. J'ai aussi des plats, notamment de chez Michel Guérard, où il faisait un hachis parmentier à la truffe, confit de canard, riz de veau, qui était... C'était juste une tuerie. Enfin voilà, j'aime avoir des souvenirs à des moments donnés, à des moments précis, qui me donnent envie de les regoûter, d'y replonger dedans, parce que c'est une époque, c'est la vie. Et puis, vous le dites souvent que ça raconte une histoire. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que vous parlez de la cuisine. Donc, ça rappelle des souvenirs, des moments de vie. Top Chef, bon. On ne va pas revenir sur Top Chef. On sait tout ça. Enfin, on sait, j'imagine la déception au début. Maintenant, ça fait 4 ans. Oui. Non, mais déjà, j'ai eu une immense chance d'être juré à Top Chef pendant 7 ans. Oui, j'imagine. Ça a été une grande surprise quand on m'a téléphoné, quand on m'a contacté pour que je fasse le casting. Je ne voulais pas le faire d'ailleurs. Oui. Et vraiment, j'y allais, mais à reculons, quoi. Quand je suis allé faire le casting, je n'avais pas envie. Et le casting s'est très mal passé. Il y avait une jeune qui jouait le rôle de la candidate. J'ai réussi à la faire pleurer, alors que c'est pas moi ça. Mais j'avais tellement pas envie, donc je l'ai fait pleurer. À ce moment-là, je me suis retourné vers les caméras. Je dis, vous voyez, vous êtes nuls, moi je veux pas faire ça. Et puis voilà, une interview derrière. Et puis je dis, bon, écoutez, c'est bon, je peux y aller là. Je veux rentrer chez moi. Bon, dites-moi que c'est fini. Et puis voilà. Maintenant, je peux pas vous dire ça. Effectivement, 3 jours après, il m'appelle pour me dire, c'est vous. Et là, je ne savais pas où j'allais. Je n'imaginais pas une seconde ce qui allait se passer et ça a changé ma vie. Je ne serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas fait Top Chef, je pense. La vie a changé à tout point de vue, là. Ma vie professionnelle, ma vie privée, tout, parce que on devient un personnage public et quand on est né à Saint-Martin-d'Armagnac, 200 habitants, le fait que dans la rue, les CRS disent « Oh, chef, comment ça va ?» Attendez, il y a des manifestants derrière. Tout change, tout change. Je ne m'attendais pas à ça. Donc ça, c'est une chance que j'ai eue. Ah oui, donc c'est vraiment un bon souvenir et un bon choix de votre part. C'est un bon souvenir. J'ai passé des moments formidables avec Hélène, Philippe, avec Paul, Perret. Tout ça, c'est... Bon, quand ils m'ont dit c'est terminé, oui, ça m'a fait mal parce que je dis pourquoi moi? Mais en fait, il y a une explication et c'est logique. Je leur en veux pas. C'était dur pour moi d'avaler la pilule. Mais surtout c'était une période de ma vie là qui a été très compliquée. La perte de la 2e étoile, le Top Chef s'arrête, on était en plein Covid. Je dis bon, la corde elle est où quoi? Ça s'arrête quand? Ouais. Et puis c'est pas mon tempérament de me laisser aller. Je me suis dit bon, vas-y, bouge-toi. T'as été reconnu aussi pour certaines choses. Les gens t'apprécient parce que quand j'ai annoncé que Top Chef s'arrêtait, j'ai reçu des centaines de milliers de messages, de mots sur Internet. Enfin, c'était incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais pas du tout. Donc, ça fait plaisir. Et ça fait relativiser aussi. Oui. Et puis, on sent que, bon, les gens m'ont apprécié sur cette année. Ils m'ont apprécié pour des choses qui sont importantes pour moi. La gentillesse, la bienveillance. Ce sont des valeurs. Pourquoi être con, quoi, en fait? Pourquoi être méchant? Pourquoi être agressif? On est entouré de cette agressivité, je trouve, au quotidien. Ça fait tellement du bien d'avoir des gens gentils que je me suis dit, écoute, si on me considère comme gentil, je prends. Je veux bien. Et puis voilà, et puis après, si c'est venu me rechercher aussi pour la meilleure boulangerie que je fais depuis 2 ans. Et puis voilà, puis il y a eu d'autres expériences. Non, mais
tout va bien. Bah, je suis ravie que tout aille bien. C'est gentil. Et après, moi, en tant que spectatrice, je regardais beaucoup de Top Chef et maintenant un peu moins parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un zoom sur les émotions, sur la dimension culinaire. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu mise de côté. Enfin, un petit peu. Vous avez cette impression-là? Je regarde pas. Ah, vous regardez plus? Non, je regarde pas, mais je regardais pas avant non plus. Oui. Demander à un cuisinier de se divertir avec des émissions de cuisine, je préfère aller voir un match de rugby. Oui. M6 a fait des choix. Il est évident qu'il y a une évolution dans l'angle choisi pour mettre en avant la cuisine et cette émission surtout, parce que ça reste une émission de télé, Top Chef, qui n'est pas tout à fait la réalité de notre univers. Donc moi j'ai des retours, on m'explique que ça a un petit peu changé, mais certainement, par les personnalités, les personnes sont différentes, les cuisiniers qui choisissent aussi, j'en sais rien, je ne sais pas l'angle qu'ils veulent prendre, et puis là ça honnêtement, je m'en fiche, mais royalement. Mais c'est vrai que je regarde pas, aujourd'hui je suis dans une autre émission, où je mange du pain, et qui est une quotidienne, qui marche bien, où on n'a pas du tout la même pression, on est en contact avec les terroirs, avec la France. Toutes les semaines, une semaine sur deux, je vais dans une région différente, et c'est très sympa aussi. Il y a beaucoup plus de bienveillance. Oui. C'est différent. Et puis ça doit être chouette de partir un peu partout en France. Oui. Les voyages forment la jeunesse. Oui. Exactement. Et par rapport à Top Chef, c'est surtout aussi vous avez pu rencontrer de nouveaux talents qui émergeaient. Je pense notamment à Jérémy Izam, c'est ça? Oui, qui était dans ma brigade et qui avait gagné Top Chef. Oui, tout à fait. Ça booste. Qu'est-ce qui booste? De voir des jeunes qui ont les mêmes rêves que vous il y a 40 ans. Mais c'est la vie, ça. C'est la vie au sens large. On n'est pas boosté que professionnellement. C'est bien de voir des jeunes. Regardez, là, il n'y a que des jeunes ici. De voir des jeunes qui sont investis, qui font. C'est le sens de la vie. Et oui, moi, j'aime voir des jeunes qui réussissent, qui ont des bonnes idées, qui ont une vraie maîtrise, qui s'investissent pleinement. Oui, ça me fait plaisir, mais dans la cuisine, mais dans le sport, dans tous les domaines. J'aime pas les gens qui se laissent porter par la vie sans jamais en prendre les rênes. On maîtrise jamais la vie, mais on donne un sens à sa vie quand même, je crois. Et ça, c'est important au moment se prendre en main, dire allez, là j'y vais, j'ai envie de faire quelque chose. Donc, vous parliez de Jérémy, qui a été un super candidat, mais il y avait eu Colline aussi. Je l'avais trouvé assez formidable, Colline, et je l'ai aidée à s'installer à Marseille. Elle a fait un très beau parcours. Et aujourd'hui, elle vend son restaurant elle démarre une autre aventure qui va être encore plus belle. Et Colline Folquier, oui, j'ai énormément de plaisir à discuter avec elle, à échanger. On est toujours en contact. Il y a aussi Adrien Cachot, qui lui était bluffant. Il m'a scotché. Son restaurant à Paris vient d'être étoilé d'ailleurs, Vaisseau. C'est dingue ce qu'il fait, dingue. C'est un perché comme l'était son juré qui était Paul Perret, quoi. C'était le couple de perchés. Mais ça fait plaisir. Les gens différents et qui ont quelque chose à raconter de fort, j'aime ça. Donc vous parliez tout à l'heure de Philippe Etchebest, Hélène Darroze. Est-ce que vous avez des souvenirs marquants pendant les tournages, plutôt en coulisses? Oui, mais c'était gorgé d'humeur. Donc on rigolait, chacun les habitudes. Philippe qui allait dans la pièce jouer de la batterie, qui nous cassait les oreilles là, pendant les pauses. Voilà. Non, il y a plein d'histoires. Et après sur les tournages aussi, notamment avec Philippe, on supporte 2 clubs de rugby différents. Et il y a toujours un peu de provocation, de trucs. Mais c'était sympa, c'était bon enfant. Cours de récré, quoi. Oui. Oui. Et c'était chouette. Et Paul, il est arrivé... avant, il y avait Jean-François, qui était moins dans l'humeur, peut-être. Paul, il est arrivé... Paul, il est du Sud aussi, Perpignan. Du coup, on était tous du Sud. Philippe, Hélène... c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont demandé de partir aussi. Il y a trop de sudistes. Ouais. Mais ouais, c'était chouette. Pendant 2 mois, c'était la colonie de vacances. Bon, après, c'était intense quand même. Les tournages, c'était violent. Sur les journées, on commençait tôt, on finissait tard.
Mais c'était plaisant, non, j'ai pas de... Ouais, j'en garde des bons souvenirs, et bon, j'appelle toujours Hélène, Philippe, on se suit toujours pour le rugby, parce que, une fois de plus, le Stade Toulousain va battre l'UBB, donc ça, je sais pas si vous le dire, on va attendre la fin de la fin de la saison. Paul a été adorable, il m'a invité pour un des derniers repas ultraviolets, c'était extraordinaire, et j'ai été très touché qu'il m'invite sur l'ultraviolet. C'est 10 couverts à Shanghai. Quand il m'a invité, c'était sympa. Ah Je dis, ouais, c'est chouette, cool. À Shanghai, à Paris, ça va, mais Shanghai, c'est loin quand même. Je suis parti juste pour dîner là-bas et revenir. Je suis parti un vendredi, arrivé samedi matin, je dînais le samedi soir, je repartais le dimanche. J'ai vécu un moment extraordinaire. J'ai eu les larmes aux yeux. Ce type est un génie, il a cette folie catalane. J'aime ça. J'aime être surpris, être transporté. Et ouais, je vous jure que ça m'a arraché des larmes. Et très, très grand moment. Ça en devient un art, en fait, complet. Ah non, mais là, vous n'imaginez même pas. C'est très théâtral. C'est très théâtral dans le service, dans tout est millimétré, c'est au laser, la cuisine, le service, les projections, enfin tout. Est-ce que le monde de la cuisine, justement, c'est toujours aussi difficile qu'il y a 45 ans quand vous avez commencé, ou ça a un petit peu évolué? Ça dépend de ce que vous voulez faire. Je crois que tout est difficile si on veut le faire à un certain niveau. Si vous voulez être danseur étoile, c'est pas en faisant 2 pas de danse que vous allez y arriver, quoi. Il faut bosser. Et si on veut arriver à un certain niveau, oui, c'est du travail, c'est de la rigueur, c'est de l'investissement, c'est de la curiosité, c'est tout ça réuni pour que votre discours culinaire soit unique. Et c'est la personnalité, c'est pour ça que je considère que la cuisine est un moyen d'expression. On raconte sa vie, on raconte d'où on vient, on raconte aussi ses affinités, on raconte sa famille, on raconte tout ça dans la cuisine. Quand je fais ma soupe de foie gras à l'huître de Belon, c'est ma rencontre avec Alain Ducasse, c'est le coup de pied au cul qui me mettait, c'est l'iode, dans la rondeur paysanne qu'est le foie gras, moi, le jeune Gascon, enfin, il y a un sens. Et mes plats, j'aime les travailler comme ça. Et il faut que votre histoire, elle soit intéressante, elle soit plaisante, elle parle aussi aux clients qui vont venir. Et cette construction-là, oui, elle demande du travail et de la rigueur. Je crois que vous faites un peu de théâtre. Oui. Ça ne se fait pas tout seul. Non. Voilà. Tout à fait. Rien ne se fait tout seul. Oui. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de dire. C'est un discours de vieux schnock, mais de dire aux jeunes, il y a toujours la place pour ceux qui vont faire la différence et qui marqueront leur époque, quel que soit le niveau. Mais pour avoir ces places, elles seront chères. Elles ont toujours été chères et elles le seront toujours. Il faut bosser. Quand j'étais en médecine, je n'ai pas bossé. Résultat, on l'a vu, et ça a sauvé des vies. Mais maintenant, après, je me suis dit, bon, Coco, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que tu veux rentrer dans le monde des adultes, on t'explique qu'il faut une situation pour pouvoir ensuite assumer une famille, etc., etc. Les règles de la société. Je n'ai pas de métier. Le métier, il a fallu que je me le gagne. Mais je me suis jamais dit, moi, je veux être cuisinier plus tard. Non. Et donc, et après, c'est du travail. Cette rigueur-là, la cuisine, mais comme ailleurs, il la faudra toujours. Ça, oui, c'est sûr, c'est du travail. Ouais. Est-ce qu'il y avait du sexisme avant dans la cuisine? Ça a évolué, par contre, j'imagine. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est vrai que une femme en cuisine, c'était un ovni à une époque. Oui. Moi, je me souviens avoir vu certains chefs réagir de façon un peu primitive. Aujourd'hui, moi, mon chef, c'est une femme. Ça, c'est chouette. C'est ma chef, d'ailleurs. C'est Camille, qui est une Aveyronnaise, qui est avec moi depuis pas mal de temps, et qui a un sacré caractère, qui est capable de tenir la brigade. Pendant que je suis là avec vous, le restaurant, il fonctionne. Oui. La semaine dernière, je regardais mon effectif, et je me dis, mais on est à la parité. Et j'ai autant de femmes que d'hommes dans ma cuisine. Donc tout ça, ça a évolué. Moi, j'ai jamais été hostile, justement, de par mon histoire avec les femmes qui ont jalonné ma vie et qui m'ont aidé à construire ma vie. Donc, j'ai toujours été, très vite, dès que j'ai été chef, j'ai eu des femmes dans ma cuisine et j'ai souvenir de femmes extraordinaires, aussi capables de tenir une brigade et un poste que des mecs, quoi. Enfin, là, il n'y a pas de différence. Ah oui.
Oui, puis il faut pas qu'on se sente obligé de prendre des femmes pour faire la parité. Il faut que ça soit quelque chose de naturel. On Ah s'en non, rend non, même mais pas compte, comme oui. vous la semaine Ah oui, non. dernière. Et ça, Ouais, ça c'est un c'est petit peu important. justement ce que je pourrais reprocher. Mm. Il faut que ça vienne naturellement. Ouais. Moi, j'ai jamais fait. Je m'en suis aperçu en comptant. Je me dis, Voilà. c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes dans cette cuisine quand même, et j'ai compté. Je dis, ouais, la parité. Mais jamais j'en ai eu le souhait qu'il y ait la parité. C'est pas pour ça que je l'ai fait, mais ça s'est fait tout naturellement. Mm. Et c'est très bien. Bah oui, c'est super. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ça. Alors, il y a de nouvelles formes de cuisine qui émergent, notamment pour les alternatives à tout ce qui est élevage intensif, etc. Est-ce que vous cuisinez du véganisme ou pas déjà? Ça vous arrive dans votre cuisine Parce que je vais partir. Là. Ouais. Non, mais justement, est-ce que ça met en péril une partie de notre tradition culinaire? Un bon Français mange des plats en sauce, on aime la viande. Non, mais tout ça, c'est pas le même discours. Le véganisme, pour moi, c'est de l'extrémisme. Mhm. De par le comportement des personnes qui sont dans leur discours, mais vraiment extrémiste, qui est un peu dérangeant. Moi, ça me dérange. Je pars du principe que chacun fait ce qu'il veut, mais qu'il arrête d'emmerder les autres. Il faut de la tolérance. Donc, si quelqu'un exprime ce désir avec cette attache philosophique, bon, ok, pas de souci. Vous savez, c'est comme la religion. Hein. Chacun choisit la religion qu'il veut. À partir du moment où ça ne déborde pas et on ne veut pas nous l'imposer, tout va bien. C'est pas trop ce qui se passe. Aujourd'hui, nous, alors moi, le véganisme, c'est pas du tout mon truc, mais pas du tout. Hein, vous l'avez compris. Moi, non. Moi, j'aime des choses. Mon confit de canard, mais non, mais j'aime la cuisine, j'aime aussi en tant que cuisinier mettre en avant le travail de nos éleveurs, de nos producteurs, de nos viticulteurs, de tout ça, parce qu'ils ont besoin de nous. Et quand les véganes s'attaquent aux éleveurs, si on les écoute, on les fait mourir, ces gens-là. Oui. Moi, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie. Un lion continue à bouffer des antilopes. On est bien d'accord quand même. Hein. Si on va lui dire demain, non, toi, stop, vegan maintenant. Il ne veut pas comprendre. Non, mais il va vous bouffer. Oui. Oui. Je sais bien qu'il y a des abus, y compris dans l'élevage, on voit des choses qui sont immondes. Et vous savez à quoi je pense, moi? À chaque fois, aux millions d'enfants qui meurent de faim dans le monde, tous les ans. Et puis on va leur raconter des histoires comme ça, là, qu'il ne faut pas manger ci, qu'il faut faire ça. Ils veulent juste manger pour vivre. La maman qui voit son fils mourir dans ses bras, pour un cuisinier, c'est juste inacceptable. C'est quelque chose qui est très choquant. Moi, ça, je vous assure que je l'ai dit, c'est pas la première fois que je le dis souvent parce que ça me fait marrer, moi, quand on me dit, oui, je suis végane, je suis ci, je suis végétarien. Ok, c'est le choix des riches, ça. C'est le choix des riches. Nous, on fait manger des personnes qui n'ont pas faim. Je dis ça, c'était Michel Bras qui le disait, célèbre cuisinier de l'Aveyron. On a cette chance-là. La maman, à la fin fond du Yémen, qui voit son gamin mourir, qui y pense à ça? Voilà. Non, mais c'est sûr. Mais justement, en France, 80% des Français, ils ont arrêté de consommer de la viande parce que c'est devenu trop cher, ou certains qui ont même supprimé des repas. Donc, c'est ce que vous étiez en train de dire, qu'il y a des gens qui ont faim. Et est-ce que c'est possible de bien manger en 2025 sans se ruiner? Oui, c'est possible. C'est possible. Alors là, on est dans un... Je ne peux pas faire de politique, moi. Je n'ai pas envie, ce n'est pas mon rôle. Moi, je suis là, une fois de plus, pour essayer de faire manger des personnes, y compris dans des petits budgets, parce que, bien sûr, je suis dans mon restaurant gastronomique, mais je me suis aussi occupé de cantines scolaires, de la cuisine dans les hôpitaux, dans les trains, dans les avions, même des burgers. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Et moi, tous ces défis-là m'intéressent. Je pense qu'on peut manger à des prix raisonnables. Alors, bien sûr, quand on est en province, c'est beaucoup plus facile parce qu'en plus, on peut avoir son potager, on peut avoir son jardin, on peut cultiver. Je pense que pour cuisiner, je pense que pour manger à meilleur coût, déjà, il faut retrouver le geste culinaire. Ça, je pense que beaucoup l'ont perdu. Et on va, dans la grande distribution, chercher des plats tout faits. Ça, c'est dommage. Je trouve que c'est dommage parce que faire une soupe, ça coûte pas cher. Et c'est tellement bon.
c'est tellement bon. Moi, je suis le premier à m'en faire des fois à la maison, même pour des amis qui vont venir. C'est que dalle, quoi. Des légumes, on peut y mettre, on peut s'amuser, on peut y mettre plein de fantaisie. Mais il y a plein de choses comme ça où, une pizza, faites-la. Et donc, c'est toutes ces habitudes de consommation qui ont changé, qui coûtent cher. Or, aujourd'hui, force est de constater qu'on a de moins en moins d'argent. Mais on a les habitudes qui sont prises. Et faire un retour en arrière en disant non, grande distribution, j'arrête d'acheter ces trucs tout prêts. On peut changer ses habitudes, comme vous disiez, et cuisiner en couple ou avec la famille. Ça doit être... Et ça, on l'a trouvé, ça a été le seul aspect positif du Covid. Quand il y a eu le confinement, on s'est remis à cuisiner. Il y avait des tutos de partout, Cyril Lignac, en fait, tous se montraient. Et ça a donné envie de cuisiner. Et là, il y a vraiment eu une prise de conscience. Malheureusement, je pense que les habitudes sont revenues et c'est plus facile d'aller dans un grand magasin acheter des plats tout cuits, tout prêts. Donc, effectivement, il y a vraiment ce contraste entre c'est très cher de manger sainement, c'est-à-dire bio, etc. Et ce n'est pas... C'est bon marché de manger fast-food, mais du coup, comment on fait pour se retrouver entre les deux et ne pas manger mal aujourd'hui? Non, pour manger mal, on peut manger simple, mais je pense qu'aujourd'hui, comment mangent les Français? Bon, certains sont privilégiés et peuvent choisir, aller chez leur petit boucher, le fromager, avoir des produits exceptionnels, et ça coûte très cher. On sait qu'on est dans une période où le pouvoir d'achat a été fortement impacté. La plupart des repas servis aujourd'hui le sont dans des cantines d'entreprises, des cantines scolaires, dans des immenses structures, dans les fast-foods, dans toute cette nourriture qui est bon marché et que l'on critique volontiers. Je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie et moi, ça me gonfle un peu pour rester poli. Notamment sur les cantines. Je l'ai souvent dit, mais pour moi, c'est un vrai problème de santé publique. Quand on vous dit, tout le monde entend, c'est dégueulasse dans les cantines. OK. Combien coûte un repas? Et là, je peux le dire parce que je travaille avec une société de restauration collective. Quand on vous dit, la matière première ne doit pas excéder 1,50 €. Faites un repas à 1,50 € avec l'État qui vous dit, il faut 30% de bio. Il faut du poisson 2 fois par semaine. Mais le poisson, ça coûte très cher. Et je ne dis pas que les pêcheurs se gavent, hein, c'est pas ça. On est dans un fonctionnement aujourd'hui qui coûte très cher. Le bio, mais arrêtez de nous bassiner avec le bio. Oui, c'est formidable le bio. À part que ça coûte tellement cher que le bio en France, il se casse la gueule maintenant. Alors, on va privilégier, notamment dans les grandes surfaces, dans la grande distribution, du bio qui va venir... je ne sais pas, d'Égypte, de je ne sais où, avec un bilan carbone déplorable, et où les contraintes du bio ne sont pas du tout les mêmes que celles que subissent nos agriculteurs, tout ça, c'est plein d'hypocrisie. Il faut faire simple, quoi, à un moment. Il faut faire simple. Ceux qui ont fait le choix de faire de l'agriculture bio, ben, je peux vous dire qu'ils ne sont pas bien en ce moment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Moi aussi, je voudrais que les enfants mangent bien. Le poisson, 2 fois par semaine, faire venir du panga des mers de Chine, mais c'est dégueulasse. Arrêtons. Or, le bar, le rouget, mais même des sardines et autres, ça coûte cher, c'est un poisson. Alors les sardines coûtent moins cher, mais derrière, il y a un travail de préparation et c'est compliqué. On ne sait plus faire simple. On ne sait plus... moi, je ne sais pas, j'aimerais. Alors, bien sûr, il y a quelques cantines dans les villages et autres où il peut y avoir une cuisinière qui va mijoter sa petite daube pour les enfants, très bien. Mais quand vous venez sur les grands établissements parisiens ou dans les grandes villes, pas qu'à Paris, c'est très compliqué. Mais demain, ces enfants qui auront mangé cette nourriture avec du poisson, parce qu'il fallait que ce soit du poisson, mais c'est du panga, qu'est-ce que ça va devenir? Moi, je suis persuadé ça va créer des maladies dues à cette mauvaise nutrition et que ça nous coûtera très cher. Et je pense que la nourriture a un prix et il faut pas le faire au rabais.
une fois de plus, ça a un coût. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des hommes, il y a des femmes qui travaillent. Et ce travail, souvent, dans voir l'état de l'agriculture française, c'est pathétique. Or, ils devraient pouvoir vivre de leur métier aussi. L'alimentation n'est pas considérée à sa juste valeur. Vous avez aussi eu un partenariat avec Burger King, c'est ça? Yes, of course. Et, et pourquoi? Alors pourquoi arriver du coup dans le fast-food Et pourquoi pas surtout? Ben oui, c'est vrai. Pourquoi pas surtout? Quand vous faites de la restauration gastronomique, on vous dit ouais non, mais toi ça va, tu fais de la cuisine pour les gens qui sont blindés. Oui. Quand on parle des fast-food, on dit mais c'est dégueulasse ce qu'ils font. Et quand on vient me demander à moi d'essayer d'apporter quelque chose pour améliorer le fast-food, on me dit mais t'as pas honte? J'ai même reçu un message un jour me disant tu es la honte de la gastronomie française, jette-toi par le balcon, tu ne mérites pas de vivre. Et il faut l'écrire, ça, quand même. Ah oui, il faut l'écrire. Il faut l'écrire. Ça ne m'a pas empêché de dormir. Mais moi, j'aime les défis. Et lorsque le patron de Burger King m'a téléphoné en me disant j'aimerais qu'on puisse collaborer et que vous puissiez me faire des burgers. Ouais, je vais réfléchir un peu, je reviens. Et puis, je dis, et alors, pourquoi pas? C'est une réalité. Que je fasse ou que je ne fasse pas ces burgers, Burger King continuera de vivre et son concurrent aussi, et ils en feront des millions, et parce qu'ils ont un public pour ça. Si je peux y apporter quelque chose, pourquoi je ne le ferais pas? Et donc j'ai dit OK. Et j'ai pris énormément de plaisir. Ça a pris du temps, hein. J'ai mis quand même 6 mois pour cadrer et caler 3 burgers. Et du coup, dans les burgers, c'était votre idée, c'était de contrer un petit peu le côté fast-food et mauvaise, non, non, pas du tout. Non, je savais qu'il fallait que je trouve un produit qui puisse se faire à grande échelle en respectant certains codes, les miens, mais je savais que je n'allais pas tout révolutionner non plus. Oui. Donc, apporter un peu de goût, apporter des choses qui sont importantes à mes yeux, mais après, je n'allais pas changer un peu le pain. La viande, je savais que je ne pouvais pas la changer. Donc, et après, ça a très bien marché. Après, j'étais remplacé. Ces opérations, elles durent 1 mois et demi. L'année suivante, c'était quand même David Munoz, 3 étoiles Michelin en Espagne. Et vous allez voir celui de cette année. Donc, oui, donc ça change à chaque fois. Oui, j'ai été le premier. Ok, super. J'ai été le premier et ça a très bien marché. Et je trouve ça intelligent de la part de Burger King. Et nous, on se met en danger en faisant ça. Mais même pas peur, quoi. Comme je disais, j'ai reçu des messages ignobles. Et à côté de ça, je recevais des messages la nuit, des rappeurs qui me laissaient des messages. Oh, trop bon tes burgers. C'était incroyable. C'était, parce que ça mélange du coup un peu tout. Et c'est bien, puisqu'on on passe effectivement d'un étoilé, mais aussi d'un fast-food. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Le but, c'est de manger et de bien manger. Donc, Mais moi, vous l'aurez compris, j'aime pas être dans une case. C'est bien. Je suis curieux. Les fast-food, on a beau dire une fois de plus. Hein, si demain je pouvais partir avec 200 tonnes de fast-food pour la Somalie, je serais ravi. Hein. Je serais ravi de faire manger ces enfants qui malheureusement n'ont rien. Donc, qu'on ne me casse pas les pieds. Je fais ce que je veux et je fais de mal à personne. Ça, c'est le principal. Exactement. Et d'ailleurs, vous faites du mal à personne et surtout, vous avez, pendant le Covid, interpellé Macron justement pour aider ces restaurateurs qui étaient... Vous avez bien bossé. Ah ouais, ça, c'était quelque chose, ça. Vous étiez en colère à ce moment-là? J'ai eu peur. Oui. J'ai eu peur comme bon nombre de restaurateurs. Et pas que, d'ailleurs, tout le monde était inquiet quand le Covid est arrivé. On s'est dit, qu'est-ce qui va se passer? Mais quand ils nous ont dit, du jour au lendemain, vous fermez vos restaurants, imaginez, moi j'ai 30 personnes qui travaillent avec moi, qu'est-ce qu'on va devenir? Et donc j'ai posté, j'ai fait un Insta, mais comme ça, quoi. Et un jour, j'ai un coup de fil, il me dit, bonjour, je suis le conseiller du président. Moi, du président, je pensais, je sais pas, moi, au club de pétanque de Saint-Martin-d'Armagnac ou un truc comme ça. C'est mon village de Saint-Martin-d'Armagnac. Je dis oui, mais non, alors, monsieur le président a été sensible à votre Instagram. Mais je dis, non, mais monsieur le président, oui, de la République, oui. C'est incroyable. Je ne pensais pas que ça aurait amené une réponse de sa part. Et là, je me suis retrouvé dans un rôle
où j'étais pas très à l'aise. Mais du coup, c'est la politique et c'est encore autre chose. C'est-à-dire que, bon, il a souhaité échanger pour avoir un peu mon idée sur la crise que l'on traversait et savoir quelles étaient mes doléances. Je milite pas pour les autres. Je sais que des gens se rallient à ma cause et quand je peux les défendre, je veux pas me glorifier de ça. Il se trouve que suite à ça, on me demande d'intervenir sur une réunion avec Macron, les ministres, les responsables des différents syndicats de la restauration et autres. Et je dis, mais pourquoi moi, quoi, en fait? Pourquoi on me demande tout ça? Parce que j'ai fait un Insta. Je trouvais ça un peu léger. Et beaucoup de restaurateurs, de jeunes restaurateurs, ou jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, de restaurateurs indépendants dans les différentes régions de France, beaucoup m'ont appelé en me disant, tu nous représentes. Et j'ai pris peur. Je représente qui? Je représente moi. Voilà, alors si vous vous identifiez à ma démarche, c'est bien, mais je ne suis pas sûr d'être l'homme de la situation pour obtenir des choses pour vous. Je dirais ce que je pense, et ça m'a tellement perturbé que je n'en ai pas dormi pendant plusieurs nuits. Cette espèce de forum qui était organisé en visioconférence, puisqu'on était quand même tous confinés. Je n'ai pas dormi de la nuit, et le matin, j'ai appelé un chef que j'aime beaucoup. J'ai appelé Pierre Gagnère, très tôt. Je lui dis, Pierre, je suis un peu paniqué. J'avoue que je ne me sens pas bien. Il me dit, mais Michel, les gens t'aiment pour ce que tu dis, ce que tu as à dire. Et je suis sûr que ça fera du bien. Enfin bon, il m'a tenu un discours très sympa. Et puis voilà, et puis la réunion s'est passée. Mais bon, c'est pas pour ça que j'ai monté un syndicat. Et ça a changé des choses justement pour les restaurateurs à partir de cette discussion? Les choses il y a certaines choses qui ont changé. Ce qui est sûr, et ça personne ne peut dire le contraire, qu'on soit pour ou contre cet homme, on a été extrêmement aidés en tant que restaurateur pendant le Covid. Le quoi qu'il en coûte a permis quand même à tous les restaurateurs d'être dédommagés. Donc ça, c'est certainement le fruit de ces multiples discussions à laquelle j'ai participé, mais avec beaucoup d'autres, dont je n'avais pas la paternité. Mais le président a été sensible. Il a fallu plusieurs fois revenir et lui dire « Eh oh, ne nous oublie pas quand même. Hein. » Mais voilà, et je sais qu'il y a des restaurateurs qui ont gagné plus d'argent pendant la fermeture qu'ils n'en gagnent normalement. Bon, en tout cas, ils ne nous ont pas abandonnés. Voilà. Et vous avez été... Si j'y ai un peu participé, ben, tant mieux, mais je réclame rien par rapport à ça. Dernière question, Michel Saran. Est-ce que vous conseillerez encore à quelqu'un d'ouvrir son restaurant en 2025? Et quel conseil? Être entrepreneur aujourd'hui, c'est un acte héroïque. Pas que dans la restauration. La petite entreprise est très difficile à gérer. Mais si vous avez envie, si vous avez la foi, faites-le. Parce que c'est aussi jouissif intellectuellement de pouvoir faire ce que vous aimez et générer des émotions, faire plaisir. Nous sommes des marchands de plaisir. C'est un très beau métier. Donc oui, si tu y crois vraiment, il faut croire en soi. Mais vas-y, fonce, tu vas en baver. Mais avec un peu de chance, tu vas prendre ton pied. C'est une très bonne morale et peut-être que ça donnera envie et espoir à des jeunes. Non, je ne veux pas prendre la responsabilité de donner espoir. Chacun fait ce qu'il veut. Il faut travailler en tout cas. Ah, mais ça, oui. Voilà. Ça, y a le talent, il n'existe pas tant que ça en fait, c'est surtout du travail. Le talent existe, mais non, je crois surtout que beaucoup ne croient pas suffisamment en soi. Moi, je suis persuadé que dans des périodes compliquées comme celles que nous vivons, parce que je le dis, je ne suis pas le seul à le dire, il n'y a que l'homme qui peut nous sortir de cette nasse. Je crois en l'homme. C'est peut-être une erreur, mais je pense que des hommes peuvent nous ouvrir de nouvelles voies demain et de montrer de nouveaux chemins, et je ne crois pas en Dieu. Je pense que ce sont des hommes et des femmes qui pourront nous apporter une meilleure condition et des remèdes aux périodes compliquées que nous traversons. Bon, petit jeu du coup des dilemmes. Michel Saran, j'ai plusieurs questions, il faut répondre du tac au tac. Ne plus manger de sucré ou de salé? De sucré. Un dîner avec Paul Bocuse ou Auguste Escoffier? Paul Bocuse. Oublier une garniture ou louper sa cuisson? Ah, oublier une garniture.
Clientèle exigeante ou conciliante. Exigeante. Se faire juger par un critique culinaire ou ses proches. C'est proche. Cuisine traditionnelle ou avant-gardiste. Les deux. Abandonner le foie gras ou le cassoulet pour toujours. Ah non, le foie gras, je peux pas quand même. Le cassoulet, tant pis, même. Mais bon. Un bistrot plein à craquer ou un resto chic désert. Bistrot plein à craquer. Assiette XXL ou minimaliste. Minimaliste. Le stress du rush ou le silence de la fermeture. Ah non, le silence de non, le stress, c'est quand même. C'est douloureux malgré tout. Le silence de la fermeture, pas définitive. De la Non, fermeture, matin, Ah soir, non, ouais, non, j'imagine. le silence, voilà, le repos du guerrier. Oui, c'est ça. Mm. On va dormir et se reposer maintenant. Voilà. Et content d'avoir du travail bien accompli, bien fait. Merci, Michel Savant, Ben, pour cette interview. On a bien papoté, hein. Oui, je suis ravie et c'était très, très intéressant. Ça va, pas trop stressé? Non. Super. Merci. Merci à vous.